30 août 1944. Slovénie occupée par les nazis. 7 hommes sont accroupis dans un fossé, à 60 mètres au-delà des barbelés du Stalag 18D 306. Depuis 3 ans, pas un seul prisonnier ne s'est échappé vivant de ce camp. Ces 7-là viennent d'y parvenir. Ralph Churches, un Australien de 25 ans, devrait être en train de courir vers le point de rendez-vous des partisans. Au lieu de ça, il reste figé, les yeux tournés vers les miradors. Dans sa poche, il y a une photo de sa femme, ronte, usée par des années de manipulation. Au dos, son écriture. « Reviens-moi ». Ce qui va suivre devient l'une des plus grandes évasions réussies de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d'hommes seront ramenés vivants que lors de la Grande Évasion. Et pourtant, presque personne n'en a entendu parler. Pourquoi un simple employé de banque refuserait-il la liberté? Et comment a-t-il réussi l'impossible? Mai 1941. Les côtes grecques. Les forces alliées s'effondrent sous la violence de la blitzkrieg nazie. Des divisions entières battent en retraite dans la confusion, pendant que l'aviation allemande domine le ciel. Ralph Churches, un employé de banque de 22 ans venu d'Adélaïde, engagé depuis seulement 8 mois, se tient sur une étroite bande de plage avec 6 autres Australiens et regarde le dernier navire d'évacuation disparaître à l'horizon. Sa silhouette rétrécit puis s'efface dans la fumée et la distance. Autour d'eux, des camions brûlent là où ils ont été abandonnés. Les munitions explosent par à coup sourd. La mer, elle, n'offre aucune pitié. Ils ont été laissés derrière. Les 7 hommes trouvent une vieille barque de pêche à moitié enfouie dans le sable, sa coque fendue et rongée par les vers. Ils bouchent les trous avec des chiffons arrachés à leurs uniformes, colmatent les jointures avec du goudron récupéré sur des épaves, puis poussent l'embarcation à l'eau à la faveur de l'obscurité. La crête se trouve à près de 100 km, de l'autre côté des eaux ouvertes de la mer Égée, surveillée par les avions et les unités navales allemandes. Pendant 2 semaines, ils rament de nuit et se cachent de jour, tirant la barque jusque dans des grottes marines et des criques. Ils boivent l'eau de pluie recueillie dans des casques, mâchent du poisson cru et rationnent l'espoir avec autant de soin que la nourriture. Le 15e jour, les traits creusés par l'épuisement, un patrouilleur allemand les intercepte à seulement 3 km de la crête. Les fusils se lèvent, les ordres claquent. La guerre s'arrête pour Ralph Churches avant même qu'il ait tiré un seul coup de feu. Les Allemands entassent leurs prisonniers dans des wagons à bestiaux en direction du nord. Il n'y a ni eau, ni sanitaire, ni espace pour s'asseoir ou s'allonger. Pendant 6 jours, le train traverse l'Europe au ralenti pendant que des hommes s'évanouissent de déshydratation et de chaleur. Quand l'un d'eux s'effondre et ne se relève pas, les gardes traînent son corps jusqu'à la porte et le jettent sur les rails sans même ralentir. Quand les survivants finissent par descendre à Maribor, en Slovénie occupée, ils paraissent avoir pris des décennies d'un seul coup. Le Stalag 18D 306 n'existe que pour une seule raison: réparer les voies ferrées que les bombardiers alliés détruisent sans relâche. Chaque matin à 6 heures, les gardes conduisent les prisonniers sur les chantiers sous la menace des armes. 12 heures à transporter des rails d'acier, combler des cratères, tasser une terre gelée avec des outils brisés. Chaque soir, les survivants reviennent en traînant les pieds derrière les grilles pour recevoir 200 grammes de pain noir, moins de la moitié de ce qu'un homme a besoin pour survivre. Au bout de 6 semaines, Ralph peut compter chacune de ses côtes. Mais l'horreur qui l'empêche de dormir n'est pas sa propre faim. À travers les fils de fer du camp voisin, il voit des centaines de prisonniers soviétiques debout dans la boue. Les Allemands considèrent les prisonniers slaves comme indignes, même du simple prétexte du travail. Ils sont délibérément affamés. Ralph regarde ces hommes se transformer en squelettes. Il les voit tomber un à un dans la boue et ne plus se relever. Avec le temps, Ralph se retrouvera face à cette clôture de barbelés avec un choix qui le définira pour toujours. Mais avant cela, il doit devenir quelqu'un capable de le faire. Ralph n'a qu'une seule arme contre le désespoir: son esprit. Les langues lui viennent facilement. S'il apprend l'allemand, il peut devenir utile. Et les prisonniers utiles ont parfois une chance de survivre. Un jeune fermier slovène livre des légumes au camp 2 fois par semaine. Le garçon ne sait pas lire. Ralph le soudoie avec des rations de cigarettes pour qu'il fasse entrer des journaux allemands en cachette. Puis,
Ralph lui apprend à reconnaître les lettres par pantomime, rejouant les gros titres jusqu'à ce qu'ils parviennent tous les deux à déchiffrer une phrase. Un soir, un garde surprend Ralph avec un journal plié caché dans son matelas. Le cœur de Ralph manque de s'arrêter. Être découvert, c'est risquer le cachot, les coups, peut-être la mort. Mais le garde jette juste un coup d'œil au titre, ricane, puis s'en va. Il suppose que l'Australien le garde pour s'en servir comme papier toilette, rien de plus. Ralph reste éveillé pendant des heures ensuite, respirant lentement, le papier encore plaqué contre ses côtes, conscient d'avoir frôlé la disparition. Nuit après nuit, Ralph murmure du vocabulaire allemand dans l'obscurité des baraquements, articulant les mots jusqu'à ce qu'il glisse dans ses rêves. Il écoute, il répète, il mémorise. En l'espace de 4 mois, cet employé de banque australien est capable d'avoir de vraies conversations avec ses geôliers, de répondre à leurs questions, de comprendre leurs plaisanteries et de saisir les menaces avant même qu'elles ne soient formulées. Le commandant du camp le remarque. Impressionné par cet anglophone qui a appris l'allemand plus vite que la plupart des étudiants d'université, il le nomme interprète officiel du camp. Les prisonniers l'élisent comme leur porte-parole, le Vertrauensmann. Soudain, Ralph se retrouve dans le bureau du commandant à négocier des rations supplémentaires, à tenter d'épargner les malades des chantiers de travail, puis, plus tard, à enterrer ceux qu'il ne peut pas sauver. Les Allemands l'appellent Herr Churches. Les Australiens, eux, lui donnent un autre nom. À Adélaïde, on surnomme parfois les habitants d'Australie méridionale les Crow Eaters, les mangeurs de corbeaux. Et Ralph est le seul homme de cet état dans le camp. Pendant que le Crow sourit et traduit, une question demeure. Que prépare-t-il derrière le dos du commandant? En 1943, Ralph a déjà enterré 47 hommes. Il note chaque nom et chaque matricule dans un petit carnet. Une écriture soignée, inscrite en colonnes nettes, comme s'il enregistrait une dette plutôt que les morts. Chaque entrée renforce sa conviction. Attendre la libération n'est pas de la patience. C'est une forme d'abandon. Les Alliés sont bien en train de gagner la guerre. Mais ils la gagnent lentement. Au rythme où les hommes meurent dans le camp, beaucoup n'atteindront jamais le jour où un soldat allié viendra jusqu'en Slovénie. Ralph tente 2 fois de s'évader seul. La première fois, il se cache dans un camion de ravitaillement, coincé sous des sacs de pommes de terre, et parvient à parcourir près de 2 kilomètres avant qu'un garde remarque un mouvement et ne l'en fasse sortir sous la menace d'une arme. La deuxième fois, il rampe sous une portion détendue de la clôture et s'enfonce de 5 kilomètres dans la forêt avant que des chiens ne captent son odeur et ne guident une patrouille jusqu'à lui. Chaque échec entraîne la même punition. 7 jours dans une cellule de béton sans lumière, des demi-rations de pain et d'eau et un passage à tabac qui lui laisse des ecchymoses pendant des semaines. Mais ce n'est pas la douleur qui empêche Ralph de recommencer, c'est le calcul. Un fugitif seul dans la Yougoslavie occupée par les nazis, sans papier, sans contact, sans carte, n'a que quelques heures devant lui. Les patrouilles sont trop nombreuses, les frontières trop lointaines. Seul, s'évader n'est pas un acte de bravoure, c'est simplement une façon plus lente de mourir. Tout change à la fin de l'année 1943, lorsqu'un nouveau prisonnier arrive. Freddie Russell, un Néo-Zélandais, apporte avec lui un secret qui bouleverse tout. Freddie a été capturé seulement quelques semaines plus tôt. Avant cela, il combattait aux côtés des partisans yougoslaves, cette résistance engagée dans une guerre de l'ombre contre les nazis depuis 2 ans. Freddie connaît des choses, des sentiers cachés à travers les montagnes, des signaux codés pour entrer en contact avec des cellules partisanes, l'emplacement d'une piste d'atterrissage secrète où des avions alliés se posent la nuit pour évacuer les fugitifs. Mais les informations de Freddie s'accompagnent d'un problème. Les routes d'évasion existent, mais elles exigent des ressources. Les prisonniers n'ont ni guide, ni nourriture, ni refuge, et surtout aucun lien de confiance. Les partisans ne risqueront pas leur réseau pour des évadés qui errent au hasard dans les bois. Ralph comprend qu'il doit établir le contact avant toute tentative d'évasion, pas après. Il doit d'abord construire la filière, puis y faire passer des hommes. Au cours des 8 mois qui suivent, Ralph met sur pied un réseau clandestin bien plus complexe que tout ce que les Allemands n'imaginent même pas. Grâce à son poste d'interprète, il circule relativement librement au-delà des barbelés
accompagne des commandos de travail, escorte des prisonniers malades chez des médecins en ville et traduit des documents que personne ne prend la peine de revérifier. Au fil de ses déplacements, il commence à laisser des messages codés dans des points de contact précis, identifiés par Freddy. Un forgeron de Maribor accepte de fabriquer de faux papiers. Un fermier situé à 10 km au sud accepte de cacher des évadés dans sa grange. Un prêtre transmet discrètement des messages par l'intermédiaire de sa paroisse. Maillon après maillon, Ralph assemble une chaîne fragile qui relie les grilles du camp à une piste d'atterrissage alliée située à 160 km de là. Dans les semaines à venir, Ralph Churches conduira plus d'une centaine d'hommes à travers ces montagnes. Mais tous ne survivront pas au voyage. Et que lui coûtera le fait de s'agenouiller auprès d'un homme mourant qu'il avait promis de sauver. En août 1944, la filière est prête. Ralph choisit 6 hommes pour la première tentative. Freddie Russell, un sergent britannique nommé Tom Price, et 4 autres prisonniers sélectionnés pour leur santé, leur discipline et leur endurance. Dans la nuit du 29 août, ils découpent les barbelés avec des cisailles introduites en secret par le forgeron du camp, puis disparaissent dans la forêt. À l'aube, ils atteignent le premier point de contrôle partisan. Le système fonctionne. Ralph Churches vient de réaliser l'impossible. Il s'est échappé du stalag 18D 306. À présent, il se tient au bord de la forêt, enfin libre, avec devant lui une route de retour soigneusement préparée. Les partisans le pressent d'avancer, et tous les calculs, logiques, statistiques, rationnels, pointent dans la même direction, partir. Mais derrière lui, au-delà des barbelés, plus d'une centaine d'hommes attendent encore. Après 3 années passées à préparer cette évasion, peut-il vraiment s'éloigner? Et s'il décide de retourner en arrière, quel genre d'homme choisit volontairement de revenir dans un endroit conçu pour tuer? Ralph Churches annonce aux partisans qu'il retourne au camp. Le chef partisan le regarde avec incrédulité. Retourner dans le camp, repasser à travers les barbelés qu'il vient à peine de franchir. Revenir dans un système conçu pour effacer les hommes. Ils le préviennent qu'il n'y aura pas de seconde chance. S'il est repris, il sera abattu, pas emprisonné, pas battu, exécuté. Les représailles allemandes ont déjà commencé en réponse aux activités des partisans, et tout prisonnier repris après une évasion dans la zone sera considéré comme un saboteur et traité comme tel. Ralph écoute sans discuter. Il les remercie, se retourne et disparaît dans la forêt. Avant l'aube, il atteint le périmètre du stalag 18D, 306, et attend dans les arbres, comptant les pas, les ombres et les secondes. Il connaît la rotation des patrouilles par cœur, mémorisée au fil de 3 années de captivité. À 3 heures du matin, une fenêtre de 30 secondes s'ouvre entre 2 gardes. Ralph rampe à travers l'ouverture pratiquée dans les barbelés, traverse le terrain découvert en courant, puis se glisse dans l'obscurité du baraquement, comme s'il n'était jamais parti. Personne ne soupçonne qu'il a passé la nuit avec des partisans armés. Au matin, il a déjà repris son rôle d'interprète, traduisant les ordres, répondant aux questions et maintenant l'illusion de l'obéissance. À l'intérieur, tout a changé. Il joue désormais un double jeu, plus dangereux que tout ce qu'il a tenté jusque-là. La nuit, il circule entre les baraquements et murmure, identifiant les hommes dignes de confiance, ceux capables de garder un secret, ceux qui ne céderont pas sous la pression. Au cours des 6 semaines qui suivent, le plan prend forme. Ralph organise les prisonniers en groupe, chacun avec un créneau de départ et un guide qui les attend au premier point de contact. Il distribue de faux papiers, des vêtements civils introduits pièce par pièce et des cartes sommaires tracées à partir des renseignements de Freddy, pendant que les partisans mettent en place des caches de nourriture le long de l'itinéraire. Le timing doit être parfait. Dès qu'un premier groupe s'échappera, les Allemands comprendront que quelque chose ne va pas. Chaque groupe suivant devra affronter davantage de contrôle, plus de patrouilles et un danger croissant. Il n'y aura aucune marge d'erreur. 10 octobre 1944. Le premier groupe découpe les barbelés à minuit et disparaît dans la nuit. 24 heures plus tard, le deuxième suit, puis le troisième. À la mi-octobre, des dizaines d'hommes se sont déjà échappés du stalag 18D, 306, et les Allemands ne se sont encore aperçus de rien.
Les comptes quotidiens restent cohérents parce que Ralph manipule les registres, faisant passer les évadés pour des prisonniers transférés ou hospitalisés en ville. Puis, un officier allemand procède à une inspection surprise et comprend qu'une partie du camp s'est volatilisée. L'alerte est donnée. Les équipes de recherche se déploient dans la forêt. Les chiens tirent sur leurs laisses. Pour les prisonniers encore enfermés derrière les barbelés, la fenêtre semble s'être refermée d'un coup. Mais dans les latrines du camp, enveloppées dans une toile cirée, une deuxième paire de cisailles attend encore. Ralph a repéré un autre itinéraire, un conduit d'évacuation passant sous la clôture orientale et débouchant dans le lit d'un ruisseau. Cette nuit-là, pendant que les Allemands cherchent à l'ouest, Ralph conduit les derniers hommes vers l'est. Des dizaines de prisonniers rampent dans le conduit, avancent dans une eau jusqu'à la taille, puis émergent au-delà du périmètre. Désormais, plus d'une centaine de prisonniers évadés sont dispersés dans les montagnes slovènes, avançant en petits groupes vers un point de rendez-vous qu'aucun d'eux n'a jamais vu. Entre eux et la liberté s'étendent 160 km de territoire ennemi, des cols étouffés par la neige, des patrouilles allemandes en mouvement et une course contre le temps. Combien de temps Ralph peut-il encore tromper les Allemands avant que quelqu'un ne comprenne le schéma? Et quand cela arrivera, son choix de revenir condamnera-t-il lui-même ou tous ceux encore piégés derrière les barbelés? 16 octobre 1944. La marche commence. Les hommes ne ressemblent plus à des soldats. Certains n'ont que des chiffons enroulés autour des pieds. Ce qu'ils transportent suffit à peine. Du pain dur déjà couvert de moisissures. Des pommes de terre crues. Pendant les 3 premiers jours, le plan semble béni par la chance. Puis, le temps bascule. Une tempête de neige descend des Alpes. Les températures plongent sous zéro. Ralph remonte et redescend la file. Il sait que quiconque s'arrête mourra gelé en quelques heures. Un sergent britannique s'assoit sur un rocher et refuse d'aller plus loin. Ralph organise une rotation d'hommes pour le porter sur leur dos. Il le porte sur 16 km dans la neige. Le 22 octobre, Arthur Simmons s'effondre. Ralph ferme les yeux du mort. Une dette de plus. Un nom de plus. À la fin du mois, la colonne atteint la rivière Save. Le courant arrive jusqu'à la poitrine. La traversée dure 4 heures. Le 1er novembre 1944, la colonne atteint enfin le point de rendez-vous. 5 avions Dakota attendent sur l'herbe. Ralph compte ses hommes. Plus d'une centaine sont arrivés jusque-là. Un miracle et une tragédie contenus dans le même chiffre. Les Dakota décollent à 2h30 du matin. 4 heures plus tard, les avions atterrissent en Italie. Les médecins alliés restent figés. 100 hommes maigres, barbus, vêtus de haillons. Tous sont vivants. Les services de renseignement britanniques interrogent Ralph pendant 3 jours. Puis, ils lui font signer un document. L'évasion de Ralph doit rester classée secrète. En novembre 1944, Ralph Churches franchit la porte de sa maison à Adélaïde. Sa femme, Ronte, ne le reconnaît pas tout de suite. Il pèse 58 kilos. Quand les voisins lui demandent ce qu'il a vécu, il répond simplement qu'il a été prisonnier. Rien de plus à raconter. En 1963, le film La Grande Évasion sort. 3 hommes seulement ont retrouvé la liberté dans cette histoire célèbre. Quelques mois plus tard, Ralph a contribué à ramener plus d'une centaine d'hommes vivants. Son évasion était plus vaste, plus efficace et classée secrète. Alors son évasion n'existait pas. Pendant 40 ans, il garde le silence. En 1985, le secret est enfin levé. Ralph Churches meurt en 2014, à l'âge de 96 ans. Il n'est pas retourné au camp pour la gloire ou pour des médailles.
Ralph Churches est retourné au camp parce qu'il ne pouvait pas vivre avec lui-même s'il ne le faisait pas. Au bord de cette forêt, la liberté avait le goût de la trahison. Une centaine d'hommes ont vieilli en racontant à leurs petits-enfants l'histoire de l'Australien revenu pour eux. Et un employé de banque d'Adélaïde a passé le reste de sa vie en sachant qu'il avait fait tout ce qu'un être humain pouvait faire pour ceux qui comptaient sur lui. Si vous voulez voir comment la plus grande évasion de l'histoire du mur de Berlin s'est déroulée, regardez la prochaine vidéo sur le tunnel 57.